Tous les mercredis, entre 14h et 16h, c'est Godmantica sur Wicca Radio. Wicca Radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien, le bonjour mes amis de Wicca Radio et surtout très content de vous retrouver donc dans ce nouveau volet de Godmantica. Alors bien sûr, le thème de l'émission d'aujourd'hui sera le même que le thème de l'émission d'Arcadie. C'est un petit peu la coutume de reprendre le thème sur Wicca Radio qui a été présenté en premier temps sur Radio Arcadie. De cette manière, si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir nous écouter sur une de nos deux radios, eh bien vous avez toujours l'occasion de pouvoir nous réécouter en live, bien sûr, sur la seconde, c'est-à-dire Wicca Radio. Alors, quelques news quand même à partager avec vous avant de commencer l'émission, c'est surtout donc au sujet de ce vendredi 25 mai, donc sur Radio Arcadie, il y aura une émission spéciale donc dans le cadre des émissions aux portes du mystère. C'est une émission bien sûr animée par Alina et par moi-même et dans laquelle on reçoit donc un invité de marque, un invité qui a une réputation quand même excellente dans le milieu dans lequel il exerce. Et donc notre invité de vendredi sera Marc Neu, qui est un astrologue, un sorcier, un créateur également de boutiques ésotériques Ciel et Terre, et également en plus éditeur donc et auteur des éditions Spiritualité Occidentale. En tout cas, vous allez voir, c'est un personnage grand en lui-même, grand en connaissances et qui s'y connaît pas mal dans beaucoup de domaines. Et donc, ce sera l'occasion pour vous, donc auditeurs et auditrices, de le retrouver sur Radio Arcadie de 21h à 23h dans les portes du mystère. Et en vous rappelant également donc que dans la seconde tranche horaire de l'émission, vous pouvez bien sûr lui poser toutes les questions que vous voulez par téléphone, par mail ou même via le chat de Radio Arcadie. En tout cas, nous, sur Wicca Radio, aujourd'hui, on va poursuivre donc le domaine des talismans. On va parler des talismans, des amulettes, des pentacles, voir un petit peu la différence qu'il y a entre les trois et surtout aussi de quelle manière on doit les concevoir et dans quel but aussi on peut les concevoir. Et donc, si vous avez des questions en relation donc avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, donc les talismans, les amulettes ou les pentacles, eh bien, n'hésitez pas donc à me contacter sur la boîte mail de Wicca Radio. Je vous donne l'adresse mail de la boîte mail, donc c'est contact@wiccaradio.net. Ça va bien ensemble. Ça, je vous donne l'adresse mail de la boîte mail. Autant vous donner, je vous donne l'adresse. C'est plus court. Ben voilà. Et donc, contact@wiccaradio.net. On peut aussi donc me contacter via le formulaire de contact du site internet officiel de Wicca Radio qui est www.wiccaradio.net. Sans oublier bien sûr aussi, alors ça c'est le principal, c'est même le summum pour nous écouter, c'est notre application pour téléphone portable avec laquelle vous allez pouvoir nous écouter donc en haute définition. Et dans notre application justement, il y a un petit bouton qui s'intitule le contact et quand vous cliquez dessus, donc vous tapez un texto, vous envoyez votre message et vos messages et votre question, votre témoignage, peu importe, s'affichera donc sur mon écran de contrôle ici à ma droite. Donc je regarde s'il est bien allumé. Wiccaradio @outlook.com. Ok, c'est très bon. Et donc que ce soit contact@wiccaradio.net ou le formulaire de contact de la radio ou l'application pour téléphone portable, eh bien tout arrive donc ici sur mon écran de contrôle et je pourrai lire vos messages. Alors les petits coucous, bien sûr, je vais peut-être pas forcément les partager tous sur l'antenne de la radio parce que comme ça on pourra avancer dans le thème. Mais s'il y a des questions pertinentes donc en relation avec le thème de l'émission, ce sera bien sûr avec grand plaisir que non seulement je vais les partager, mais aussi donc les traiter sur l'antenne de Wicca Radio. Donc c'est le moment et l'instant même d'aller dans vos questions, à condition bien sûr qu'ils sont en relation avec le thème de l'émission. Eh bien les talismans, les amulettes, et on verra par après les pentacles, ce sont comme des objets de pouvoir, on pourrait qualifier des objets de pouvoir. Alors pouvoir dans quel sens? Certains d'entre eux ont un but de protection et d'autres ont plutôt un but de diffusion, donc d'émanation d'énergie. Et même, je dirais, dans certains cas, et là, je pense surtout donc à nos talismans, certains font les deux. Donc, ils vous protègent et ils émettent aussi de l'énergie. Alors, ces talismans ont bien sûr toute une technique de confection. On doit tenir tout compte donc des heures planétaires, des objets, de la matière, tout ce qui va avec. Et donc, le talisman, on se rend compte qu'il tient sa force et sa puissance magique des images qu'il porte, donc des images qu'on va y graver ou des symboles qu'on va y mettre, et surtout aussi donc de la matière dans laquelle il va être fabriqué.
Donc la matière est importante, elle doit correspondre bien sûr à des états planétaires. Et pour vous donner un petit exemple, les talismans lunaires seront faits donc en argent, l'argent qui est un métal lunaire, les talismans de Mars, donc en relation avec la planète Mars et toutes les magies qui vont avec seront faits bien sûr en fer, les talismans de Mercure en mercure. On verra d'ailleurs si on a le temps comment est-ce qu'on peut faire un talisman en mercure, c'est peut-être plus simple que vous le pensez. Les talismans en étain de Jupiter seront en étain, Vénus donc le cuivre bien sûr, hein. Je donne des exemples de métal, vous allez voir qu'il n'y a pas que ça, bien. Et donc Saturne, ça sera donc pour le plomb, et le dimanche donc le soleil. Et donc, il faut que dans un premier temps, pouvoir distinguer les amulettes, les talismans et les pentacles, parce que j'ai déjà remarqué que dans beaucoup de forums et même de blogs, on fait un millimélo de tout, hein, amulettes, pentacles, talismans, on met tout dans le même sac et voilà, de temps en temps, on met un tel nom, alors qu'il y a une grosse différence quand même. C'est comme si je mettrais donc dans le même sac les vélos, les motos et les voitures. Et je dis voilà, on peut appeler un vélo une voiture, ou bien on peut appeler aussi un vélo une moto. Donc, ça devient un petit peu confus alors qu'il y a une grosse différence entre chaque. Et donc, ces différences, je vais d'abord les numérer donc pour qu'elles soient bien claires dans votre tête. Une amulette, donc, est composée de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, elle est composée de tous les éléments naturels que la nature vous donne. Hein. Ça peut être des dents de requin, j'en ai déjà vu en dents de requin, des dents de loup, des trèfles à 4 feuilles, des porte-bonheur, vous savez, où on trouve parfois des pierres semi-précieuses même, hein, des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses, des galets, des pierres de béatitude, des écorces d'arbres, des plantes séchées, tout ce que la nature donc vous donne, hein, que ce soit dans du règne animal, végétal ou minéral. Donc on appelle ça nous des simples. Eh bien une amulette sera toujours composée donc d'un ensemble de simples qui vont être mis ensemble. Alors ces simples vont être sélectionnés d'une manière bien spécifique parce que si c'est une amulette donc qui est en relation avec l'amour, eh bien on va choisir des simples en relation avec l'amour aussi. Je peux donner des exemples. Les fleurs seront plutôt donc des roses ou alors de la pervenche. Les pierres, on ira surtout vers le quartz rose ou même certaines aventurines ou encore aussi donc au niveau du métal, ce sera bien sûr donc du cuivre. Une chose importante aussi, c'est qu'une amulette, il suffit pas de la fabriquer. Hein, il suffit pas donc de dire voilà, je vais assembler tous les éléments ensemble et fabriquer une belle amulette qui va me porter bonheur, qui va me protéger de certains domaines ou qui va me permettre en tout cas d'évoluer dans certains domaines, parce que une amulette, tant qu'elle n'a pas été activée, hein, donc elle fonctionnera pas. Idem pour les talismans, on verrait qu'il faut les activer, les amulettes, les talismans et les pentacles. C'est-à-dire que si vous achetez dans le commerce déjà une amulette toute faite, ça existe, hein, eh bien vous pouvez l'acheter, ce sera très joli, ce sera un beau pendentif, mais si vous l'activez pas, il n'y a aucun effet magique. Et quand on parle d'activation pour les amulettes, on verra que ça comprend bien sûr le rituel de consécration, mais en même temps d'autres éléments pour la rendre effective. Je vais essayer de donner peut-être plus de détails là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là. Donc je vais essayer donc d'aller peut-être plus en profondeur là-dessus dans l'émission Wiki Radio. De cette manière, elle va compléter l'émission de Radio Arcadie. Alors ce qui est important donc pour activer une amulette, donc on retient qu'une amulette doit être fabriquée dans des éléments naturels. Alors ces éléments naturels qu'on trouve dans la nature ont une propriété quand même spécifique en magie, c'est qu'ils permettent donc de se mettre ensemble, et quand ils sont conçus ensemble sur des mêmes vibrations et donc des mêmes énergies planétaires, parce que chaque élément sur Terre dépend d'une énergie planétaire, on appelle ça nous des simples, et donc que ce soit du règne végétal, animal ou minéral, chaque élément est en relation avec une planète, hein, le soleil avec le lion par exemple, avec l'ambre ou avec le métal de l'or, la lune avec le métal d'argent, avec les nénuphars, les lotus, qui est toutes les fleurs de nuit souvent également, et avec plein d'autres objets comme un animaux de lunaire, je pourrais dire même la chouette par exemple. Donc vous voyez, donc une plume de chouette pourrait très bien rentrer dans la fabrication d'une amulette. Et donc une amulette, c'est important, donc ce sont des éléments naturels, et pour l'activer il faudra donc donner naissance à un égrégore. Alors les égrégores, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là dans ce que j'ai pu lire aussi dans vos messages. Donc je vais un jour, je vous promets donc créer un Gotmantika rien que sur les égrégores. Mais un égrégore n'existe pas à l'état naturel. Un égrégore, il faut le créer. Un égrégore, c'est une énergie vivante qui va être créée donc lors d'une cérémonie, et surtout donc lors d'une cérémonie de groupe. Donc
Nous, on appelle ça lors de la magie cérémonielle. Et donc, l'égrégore, c'est une énergie vivante qui va donner un acte à votre rituel. Ça veut dire que l'égrégore, cette entité vivante que vous allez créer, va devenir effectif et donc va vivre le temps de la fonction pour laquelle il a été créé. Donc, je peux regarder le rituel d'amour, au moins là, tout le monde comprend. Si vous créez un rituel d'amour sous forme de magie cérémonielle ou même que vous créez une amulette qui est censée vous protéger et attirer l'amour, eh bien, vous allez créer un égrégore qui va fonctionner jusque quand l'amour que vous cherchez, vous le trouvez. Donc, et dès que vous trouvez l'amour que vous cherchez, l'égrégore va se dissoudre. Alors, un égrégore, il a une durée de vie limitée, mais en même temps, des égrégores très anciens. Par exemple, des cultes religieux ont pour but de créer un égrégore aussi qui peut passer, rester vivant de siècle en siècle, et d'autres rituels aussi. Une malédiction va créer aussi un égrégore négatif dans ce cas-là, mais une malédiction peut être efficace et efficiente sur des familles pendant plusieurs siècles, pendant plusieurs générations. Donc l'égrégore, c'est l'humain qui va le créer. La nature n'en crée pas, mais l'humain va le créer avec des cérémonies, des rituels et tout ce qui va avec. Et là, dans le cas je reviens à notre amulette, j'ai été un petit peu dans tous les sens au niveau des exemples pour que les choses soient bien claires dans votre tête. Mais donc, au niveau de l'amulette, on va rassembler donc des éléments. Je peux vous donner un exemple, ça peut être des pierres semi-précieuses, un peu d'écorce, des plantes. L'amulette la plus simple, c'est les petits sachets en tissu dans lesquels on y met des plantes séchées, une pierre et un bout de papier parchemin, pourquoi pas, avec écrit dessus la fonction même de l'amulette. Et puis donc, on fait ce qui suit, un rituel de consécration qui sera suivi d'un rituel d'activation. Et dans le sens de la rituel, donc d'activation, ce sera donc de créer un égrégore par la magie cérémonielle. Et bien sûr, les rituels d'activation seront différentes d'une amulette à l'autre, idem pour les pentacles et les talismans, parce que un talisman d'amour, eh bien, ce sera un rituel d'activation qui sera proche d'un rituel d'amour. Un talisman ou une amulette pour la guérison, ce sera bien sûr un rituel d'activation en relation avec la guérison. Donc vous voyez, c'est-à-dire que vous allez devoir inclure votre amulette dans votre rituel magique pour vous l'activer et lui donner vie dans ce cas-là. Donc je résume ma petite phrase pour le fonctionnement de l'amulette. C'est la création d'un égrégore naturel avec un élément naturel. Et donc une amulette, c'est rien d'autre que la création d'un égrégore naturel avec un élément naturel. Et le corps même qui va vous relier à l'égrégore, je dirais le catalyseur qui va vous relier à l'égrégore, ce sera l'amulette que vous allez porter à votre cou. Puis on arrive un domaine au-dessus. L'amulette, c'est le premier degré, je dirais, donc de ces objets magiques, ces objets de pouvoir. Et puis, un degré au-dessus, on arrive donc au talisman. Le talisman qui, lui, est déjà plus complexe, plus sophistiqué qu'une amulette, parce que le talisman va être créé, en général, sur une médaille. 99% des talismans sont des médailles gravées, des médailles en métal. Alors, bien sûr, là, on va graver le talisman sur un métal, en relation avec la planète. On doit tenir compte des concordances planétaires. Donc, non seulement on va tenir compte du métal dans lequel on va y mettre nos signes magiques, mais aussi des heures planétaires pendant lesquelles donc on va concevoir ce talisman. Et donc, pour vous donner aussi un exemple qui va dans ce sens-là, on reprend notre planète Vénus, notre planète de l'amour, parce que j'aime bien parler d'amour, je préfère parler d'amour que de guerre, c'est quand même beaucoup plus naturel et beaucoup plus positif pour l'avenir de l'humanité aussi. Mais donc, un talisman d'amour, donc un talisman qui est censé vous apporter l'amour, en tout cas de tout faire pour que l'amour soit en votre faveur, eh bien, il y aura donc des signes de Vénus. Alors un talisman est souvent gravé des deux côtés, donc recto verso. Un côté donc sera consacré à des signes magiques ou des symboles ou des dessins, et l'autre donc comprendra un carré magique. Et donc le talisman de Vénus sera fait sur une médaille de cuivre, comme le talisman de la Lune sera fait sur une médaille d'argent, Mars sur une médaille de fer, Mercure sur une médaille de mercure. C'est vrai que je vais faire ma petite anecdote parce que vous allez vous dire, mais comment, mandala, on fait une médaille de mercure vu que le mercure est quand même un métal liquide? Alors les anciens, ils avaient trouvé une astuce, il faut savoir un petit peu bricoler, je suis d'accord, mais les anciens, ce qu'ils faisaient, ils prenaient donc 2 cadrans de montres. Vous voyez, les montres, il y a le cadran vert, ils prenaient 2 cadrans de montres, et puis ces cadrans, ils allaient les souder ensemble avec une sorte de résine, une colle. Toutes les colles sont d'ailleurs bonnes à ce niveau-là. Mais par contre, ils allaient laisser un tout petit trou, donc ils mettaient une paille au-dessus, une paille ou une brindille d'air pour laisser un tout petit trou au-dessus donc de ces 2 carreaux collés ensemble. Et dans ce petit trou, ils allaient injecter donc avec une seringue ou avec un autre accessoire donc du mercure entre les 2 carreaux. Donc le mercure est prisonnier entre les 2 carreaux, et puis dès que le mercure avait occupé donc la surface des 2 carreaux qui sont collés ensemble, eh bien on bouchait le petit trou par lequel on a rempli, et puis on enchâssait donc ces 2 vitres en sandwich comprenant le mercure
mercure sur une médaille, donc c'est une structure métallique qui servirait de médaille. Et sur ce verre, on peut graver, sur du verre il y a des appareils qui permettent de graver sur le verre, et donc on peut également graver des signes magiques. Et donc le mercure, c'est bien sûr la planète qui est en relation avec l'argent ou les gains ou les jeux de hasard. Et puis aussi, encore on va dire c'est la planète des voleurs également. Mercure, ça peut être la planète de la médecine aussi, de la médecine universelle. Alors je dirais que c'est Mercure là en relation bien sûr avec Vénus, là, parce que à tort aussi on a tendance à dire Mercure parce qu'on pense à Ernest Trismégiste, 3 fois très grand, fondateur donc de la médecine universelle, de cette pierre philosophale. Mais la médecine, c'est Mercure et Vénus. Mercure qui est bien sûr représenté par le caduqué, mais voilà, tandis que nous on parle de talisman pur, donc du métal planétaire pur pour une fonction pure et pas pour des mélanges. Alors Jupiter l'étain, là on est bien d'accord, Vénus le cuivre, le plomb, Saturne et le Soleil c'est de l'or, avec chacun ses signes cabalistiques ou magiques qu'on va graver dessus, et à l'arrière donc le carré magique. Alors si vous voulez un exemple de fabrication de talismans, voir des modèles, voir à quoi ça ressemble, et surtout connaître déjà les principes même de fabrication, je vous conseille de lire un livre qu'on peut d'ailleurs je pense même trouver en version PDF sur internet. Ce sont les 12 archidoxes magiques de Paracels. Donc c'est les archidoxes ou les 12 archidoxes, je sais plus, parce que j'ai vu les titres de 2 manières différentes indiqués. Certains vont mettre les archidoxes magiques et d'autres vont mettre les 12 archidoxes magiques. Et donc les archidoxes magiques de Paracels vous expliquent en détail comment fabriquer donc certains types de talismans. Alors c'est pas généraliste pour tous les talismans bien sûr, mais il vous donne des exemples. Et là c'est bien parce que il décrit donc la procédure de fabrication ainsi que les concordances planétaires, tout ce qui va avec, de A à Z, et également donc il vous donne les signes à graver dessus. Et donc le talisman, il sera aussi activé par un rituel, et un rituel qui sera en relation avec des concordances planétaires. Alors, il n'y a pas un rituel unique pour activer tous les talismans. Chaque talisman a son rituel spécifique. Un talisman d'amour, il aura un rituel d'amour. Un talisman de guérison va être activé par un rituel de guérison. Un talisman, je sais pas moi, pour la bonne fortune, va être attiré par un rituel pour attirer de l'argent. Un talisman lunaire par un rituel peut-être spirituel et lunaire. Oui, chaque talisman aura son rituel d'activation, comme quand vous faites n'importe quoi comme rituel. Quand vous faites un rituel pour une telle chose, eh bien c'est la chose pour vos talismans. Donc en théorie, il faut même pas aller voir dans les livres. Vous allez concevoir votre rituel d'activation pour le talisman en disant aussi, je vais d'abord faire un rituel de consécration, parce qu'on n'active jamais un talisman avant de l'avoir consacré, bien sûr. Idem pour l'amulette. L'amulette, donc on fait le rituel de consécration et puis on fait un rituel d'activation en créant un égrégore. Le talisman plutôt, on va faire un rituel de consécration et après on va faire un rituel d'activation en créant un rituel planétaire qui va faire appel à une déesse ou à des effluves planétaires bien spécifiques pour charger le talisman. Alors on arrive au 3e composé, à la 3e médaille. Une chose encore importante que je vous ai pas encore expliqué, c'est que l'amulette et le talisman se portent sur soi. Donc on le porte toujours sur soi, dans une poche, dans son cou. Le mieux c'est de le mettre à son cou au bout d'une médaille, mais si vous l'avez dans une poche, ce n'est pas si grave aussi. Ça sera peut-être moins efficace, mais efficace quand même. Donc il faut tout le temps l'avoir sur soi, et même la nuit, je dirais, quand on dort, on peut même la glisser sous l'oreiller, comme ça on est encore à portée de soi. Le pentacle, c'est encore différent. Le pentacle est un élément qu'on ne porte jamais sur soi. Le pentacle, il sera composé aussi d'un métal planétaire, tout comme les talismans. Donc le pentacle sera composé d'un métal planétaire avec dessus des inscriptions planétaires et un carré magique également. Mais le pentacle, il sera plutôt utilisé donc dans un occultum, ou dans un rituel même, ou alors sur un autel. Mais je dirais plutôt même dans un rituel, vous faites un cercle magique, vous allez invoquer des forces, magie cérémonielle ou même un rituel tout seul. Vous allez invoquer des forces de Vénus. Je reste à mon élément Vénus, vu que j'ai commencé avec celui-là. Eh bien, vous allez mettre dans votre cercle magique un pentacle de Vénus. Si maintenant c'est votre hôtel, vous avez fabriqué donc je sais pas moi, un parfum d'amour, eh bien vous aurez sur votre hôtel un pentacle de Vénus. Et si dans votre occultum vous avez un tel ou un tel rituel à faire, eh bien on sortira son pentacle en relation avec le rituel. Bien sûr, il y a des pentacles de guérison et tout ce qui va avec. Et donc le pentacle, retenez que il est composé d'un métal planétaire. Il est composé aussi d'inscriptions planétaires et de carrés magiques. Alors pour avoir des idées de pentacle aussi, le livre que je peux vous conseiller, c'est la clavicule de Salomon. La clavicule de Salomon, elle grouille de pentacles. C'est un livre qui est consacré pratiquement qu'à ça, et vous donnera aussi donc un exemple de fabrication de pentacles et tout ce qu'on doit y mettre, tout comme pour les talismans. Là, je vous conseille donc la version PDF ou l'acheter le livre. Le livre est en vente aussi, donc des 12 archidoxes magiques de Paracels.
Donc habituellement, il est dit que le talisman, alors c'est important aussi de voir la fonction, le talisman, il attire les bonnes énergies, tandis que l'amulette les repousse. Donc on va plutôt employer une amulette pour repousser les mauvaises énergies. Donc une amulette va plutôt servir à vous protéger. Le talisman, lui, va attirer les bonnes effluves planétaires. Il vous protège en même temps, parce qu'à force d'attirer une bonne effluve planétaire, il vous protège donc des énergies négatives. Donc dans tous les cas, un pentacle ou talisman ou amulette, ça vous protège, mais d'une manière différente. C'est la manière de fonctionner différent. Donc le talisman, quant à lui, il va attirer donc les bonnes effluves planétaires de protection, des protections d'amour, de protection de Mars, de Vénus, du Soleil, de Jupiter. Tandis que l'amulette, plutôt, il va vous protéger. C'est plutôt un bouclier qui va vous protéger donc de toutes les attaques négatives, des énergies négatives et quoi que ce soit. Et donc, c'est déjà une différence dans la manière de fonctionner aussi. Le talisman attire, tandis que l'amulette repousse. Il y a aussi donc des talismans naturels et des talismans artificiels. Donc, je vais vous expliquer qu'un talisman, il faut en général c'est gravé sur du métal, mais ça peut parfois aussi être un talisman naturel, comme ça veut dire qu'on peut graver également des pierres semi-précieuses. Donc, si vous enchâssez ou si vous mettez une pierre semi-précieuse dans un petit sachet en tissu avec des herbes magiques, tout ça, là on est dans l'amulette. Mais si vous avez une pierre semi-précieuse enchâssée dans laquelle vous gravez des signes magiques dessus également, là on tombe dans la fabrication donc d'un talisman. Oui, on commence à voir un petit peu la nuance. Et donc, certains talismans sont gravés de symboles. On a vu que les symboles, ça peut être des carrés magiques, des écritures, même des images symboliques qui vont attirer dans les bonnes effluves, ou même des noms. On peut mettre des noms de personnes aussi. On verra un petit peu plus à ce niveau-là, donc d'ici quelques instants, parce que je vois qu'il est déjà l'heure pour nous de vous passer les publicités. Et donc, dans quelques instants, je vous poursuis. Donc, mon explication des amulettes. Je vais aller jeter un petit coup d'œil aussi sur la boîte mail de Week-end Radio, parce que j'ai pas encore le temps de lire vos messages et donc voir s'il y a des questions ou des petits coucous en relation donc avec le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors on va nous reprendre donc d'abord quelques exemples d'amulettes célèbres ou d'amulettes les plus utilisées donc dans l'univers des sorciers et des sorcières, en vous rappelant donc que l'amulette c'est l'élément naturel donc qui a comme fonction donc un lien avec un égrégore. Donc c'est pour résumer donc l'amulette, elle sera composée d'éléments naturels et donc sa fonction sera bien sûr un lien avec un égrégore que vous allez vous-même créer pendant son rituel d'activation. Le talisman, c'est une médaille avec des signes magiques, des heures planétaires et bien sûr aussi un rituel d'activation. Et le pentacle, c'est plutôt un élément, ça peut être une plaque ou une médaille même ronde, mais grande évidemment. Un pentacle, c'est quelque chose qui a quand même une taille consécutive et donc ça peut être une pierre gravée aussi. Donc le pentacle sera utilisé dans les cercles magiques et donc également donc dans les occultumes et sur les autels et donc il a un pouvoir planétaire quand même très puissant et il va attirer donc en plus des entités. C'est vrai, ce que le talisman ne fait pas, est-ce que le pentacle le fait, c'est une fonction supplémentaire, donc c'est d'attirer les entités. Sinon entre le talisman et le pentacle, il n'y a pas une grosse différence, sauf que le pentacle, le talisman plutôt va protéger et activer les bonnes énergies, et j'irais même attirer les bonnes énergies sur la personne qui le possède, donc qui le porte sur elle, tandis que le pentacle va attirer des bonnes énergies planétaires sur toutes les personnes qui se situent dans la pièce dans laquelle il y a le pentacle, mais en plus donc le pentacle a une activité supplémentaire que le talisman n'a pas, c'est-à-dire que le pentacle il va attirer des entités. Donc quand vous faites des rituels d'invocation sur des entités, eh bien le pentacle vous aidera également non seulement à les attirer, à vous en protéger et parfois même à les faire apparaître. Alors il y a des talismans et des pentacles célèbres ou des amulettes célèbres aussi. Je vais commencer par des talismans. C'est le talisman de sorcière. Or les talismans de sorcière, souvent il peut être conçu soi-même. On a retrouvé des talismans très anciens qu'on suppose être des talismans de sorcière, mais en général donc il faut pas confondre les talismans et les amulettes. On a retrouvé des amulettes de sorcière aussi quand on parle de pierres, de dents, de racines de mandragore. Racine de mandragore qui est encore un élément à part. Mais là on est quand même dans le domaine de l'amulette, même si la racine de mandragore peut aussi être utilisée dans certains cas comme talisman, et c'est peut-être la seule plante sur Terre qui a cette double fonction de pouvoir être utilisée comme amulette, comme talisman. Mais sinon, les pierres de sorcière anciennes qui sont ces fameuses pierres avec des petits trous, c'est plutôt des amulettes. La sorcière fabrique également son talisman qui, lui, comprendra donc des gravures planétaires, des signes planétaires, et c'est beaucoup plus important encore parce que le talisman de la sorcière sera son talisman de protection et d'activation, donc l'activation de ses rituels. Donc le talisman va aller dans le sens d'attirer donc des
refuge planétaire sous la sorcière pour développer peut-être un don, une faculté ou un élément en tout cas de sa personnalité. Et donc c'est important aussi de savoir que des talismans de sorcières, on en a retrouvé aussi beaucoup, mais chaque sorcière a son talisman approprié, qui sera son talisman donc de rituel. Et donc à vous de voir un petit peu selon vos concordances planétaires, votre heure de naissance et votre personnalité aussi, quel type de talisman vous avez envie donc de concevoir en tant que sorcière ou sorcier. Je dis sorcière ou féminin, mais ça sous-entend bien sûr les sorciers aussi. Vous savez que j'emploie souvent le terme sorcière, je vais vous déjà expliquer pourquoi. Parce que d'abord, il y a plus de sorcières que de sorciers sur Terre. Et puis, et donc on emploie toujours, c'est toujours la majorité qui l'emporte. Mais la vraie raison, qui est une raison plutôt, je dirais, de terme même, c'est qu'en anglais, le terme sorcier n'existe pas. On dit witches pour le masculin ou le féminin. Et donc, parfois, j'emploie sorcière pour désigner les deux. Quand je dis sorcière, ça sous-entend les hommes aussi. Je veux pas qu'on pense que je mets une catégorie au rebut sur le côté. Je sais bien que vous le pensez pas, mais ça peut arriver parfois que des débutants ou des personnes qui n'ont jamais entendu parler de magie vont dire pourquoi est-ce qu'on parle toujours des sorcières et jamais des sorciers. Ça sous-entend les deux, donc on est bien d'accord. Mais c'est comme quand vous allez voir un match de football, là, regardez dans les gradins, il y a plus d'hommes que de femmes. Eh bien, c'est la même chose. Donc, au niveau de l'appel pour la magie, on doit faire un recensement dans le monde. Il y a plus de sorcières que de sorciers. Donc, et puis, quand vous achetez un livre dans une boutique ésotérique, souvent, on va y mettre comme titre le grimoire de la sorcière ou alors le livre des apprentis sorcières. Oui, on va rarement employer le terme masculin. Pourtant, il y en a aussi. La preuve, je suis là, en train de vous parler. Et croyez-moi, moi je suis bien du côté masculin. Alors, il y a des talismans aussi lunaires qui sont très utilisés pour des rituels d'Esba, par exemple, pour des rituels aussi à tendance plus spirituelle, et même pour certains types de méditation. Là, on va utiliser donc un talisman lunaire. Alors, il y a des amulettes très connues. Qui n'a jamais entendu parler dans sa vie d'amulette d'amour? Je parie même que les amulettes d'amour, ce sont souvent les amulettes qui sont le plus demandées chez les sorciers, les sorcières, et peut-être même les plus vendues aussi. Donc, quand on regarde au niveau d'une boutique ésotérique, parce que l'amour, c'est ce qui fait tourner le monde, et je pense que tout le monde est toujours en quête de cet amour universel. Et parfois, la quête de l'amour universel peut se faire à travers un compagnon ou une compagne, parce que c'est déjà une manière d'apprendre cette notion d'amour universel, même si à travers l'amour, je dirais plutôt charnel et humain, on arrive juste devant la porte d'entrée. L'amour est beaucoup plus grandiose que ça. Donc là, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles, vous êtes devant la porte d'entrée, mais vous voyez qu'une toute petite facette de l'amour, et pourtant la boule à facettes en a beaucoup. Donc voilà, mais c'est déjà pas mal. Mieux vaut une petite facette que rien du tout. Alors il y a aussi des amulettes de guérison, très connues aussi, très utilisées, donc pour vous aider à vaincre une maladie, vous protéger surtout on dirait plutôt dire des effets secondaires d'une maladie. Donc ça vous aide à mieux guérir et à guérir peut-être aussi plus facilement et plus rapidement. Alors dans les pentacles planétaires, là on avait vu que le pentacle planétaire c'est utilisé et gravé donc dans un métal planétaire. Et puis des pentacles planétaires donc, vont surtout être utilisés donc pour les rituels et surtout même pour des rituels de magie cérémonielle, quoi qu'on peut les employer aussi dans des rituels plus individuels. Mais voilà, la magie cérémonielle grouille de pentacles planétaires, en tout cas chez les anciens c'était le cas. Et je vous ai donné comme référence justement la clavicule de Salomon pour vous faire une petite idée de l'importance qu'ont les pentacles planétaires donc dans la magie. Et alors, je peux vous rappeler donc des exemples d'amulettes naturelles, parce que les amulettes, c'est ce que la nature donne à notre disposition. Alors, c'est ce que la nature nous donne. On peut l'employer tel quel ou l'assembler avec d'autres objets. Donc, une amulette, un trèfle à 4 feuilles, c'est bon. C'est déjà une amulette, mais on peut l'assembler avec d'autres objets. Donc, on peut coller le trèfle à 4 feuilles sur une pierre semi-précieuse qui pourrait se rapporter au cou. On peut le mettre dans un petit sachet magique. Vous voyez, on peut en faire beaucoup de choses. Et donc, pour redonner un exemple des éléments naturels, je prends les plus courants que j'ai pu voir dans les grimoires. Ce sont les dents de loup qui reviennent souvent, les dents de requin, les trèfles à 4 feuilles, les pierres précieuses, les herbes magiques. Et là, la plus connue de tous, c'est bien sûr la mandragore magique. Donc, vous voyez que les talismans sont des choses très importantes. Et d'ailleurs, dans la partie qui va suivre, je vais vous donner quelques exemples de pierres. Donc, je vais reprendre des pierres que j'ai retrouvées donc dans les grimoires les plus célèbres, donc les pierres les plus utilisées en magie, et voir aussi quelles sont les propriétés. Donc, si jamais quelqu'un d'entre vous a envie de se concevoir une amulette, vous allez voir, je vais essayer de les reprendre une par une, quelques-unes des pierres, et vous décrire donc les propriétés magiques que ces pierres dégagent. Mais ce sera d'ici quelques instants, parce que place à la musique. On est bien sûr sur Wicca Radio, et vous êtes dans Godmantica. Every Wednesday, between 2 and 4 p.m., it's Mandala Chakra on Wicca Radio. Wicca Radio.
Eh bien, on va regarder à présent donc l'utilisation de pierres précieuses et semi-précieuses pour la conception donc d'amulettes ou de talismans. Et donc j'en ai repéré quelques-unes, en tout cas les plus courantes qu'on peut trouver donc décrites dans les grimoires des anciens. Et on va commencer donc par ordre alphabétique. Et donc c'est la première qui me vient en tête et que j'ai sur mon petit bout de papier en tant que nom. J'ai mon petit post-it avec tous les noms donc des pierres. C'est l'agate. Alors l'agate, c'est une pierre qui va être utilisée donc pour éviter tout accident de voiture et pendre une agate donc à son miroir ou à son petit rétroviseur à l'intérieur de voiture. Eh bien, ça évitera donc les accidents. L'agate aussi peut être considérée donc comme une pierre de guet qui leur permet donc de s'harmoniser avec les forces supérieures. Alors, il y a aussi l'aiguë marine. L'aiguë marine qui, au Moyen-Âge, si l'on portait donc une aiguë marine sous la langue, par exemple, bien, on pouvait invoquer le diable ou un démon sans aucun danger, nous disaient les grimoires. Et donc, l'aiguë marine servait également d'amulette aux marins pêcheurs. Et d'ailleurs, en plus, le grand Albert la recommandait l'aiguë marine pâle et transparente comme l'eau qui portait, donc permet de vaincre toutes les choses contraires. Alors une petite pierre peut-être même très importante, c'est l'ambre qui comportant donc des inclusions bien protégeait celui qui la porte de toute activité de sorcellerie malveillante. Donc si quelqu'un vous jetait par exemple un sort, eh bien l'ambre était là pour vous protéger. Et d'ailleurs au Maroc on se sert de l'ambre pour faire donc des chamsas, ce sont des amulettes représentant donc des petites mains porte-bonheur et contrariant donc les actions malfaisantes des djinns, esprits malins donc rôdant toujours autour des humains. La résine d'ailleurs très inflammable de l'ambre est brûlée donc en hommage avec la divinité et son parfum est bien sûr aimé des dieux. Alors, grâce à ses vertus magnétiques, par exemple, bien l'ambre est doté de nombreux pouvoirs magiques. Il permet d'abord de lutter contre les influences négatives et les envoûtements. Il permet aussi si on le porte en tant que collier, donc à son cou, de vous apporter la joie de vivre et la vitalité, parce que l'ambre est quand même un élément solaire et de vigueur et de vitalité. Alors, une autre pierre très importante aussi, c'est l'améthyste. L'améthyste qui est une pierre de couleur vin. Et c'est aussi la pierre du voyage. Et donc, il est bon d'en avoir une dans sa voiture ou dans son sac à dos. Et cette pierre, elle a également donc la faculté magique d'aider à soigner donc de l'alcoolisme. Il y a aussi l'aventurine qui attire la chance et l'argent, et l'aventurine s'avère donc être un précieux auxiliaire pour découvrir les trésors cachés, par exemple, mais aussi donc les sources. Et donc elle a également sa place donc dans la trousse de radiesthésistes, donc des chercheurs de trésors et de sources, mais aussi dans la trousse donc des sorciers pour attirer la chance et l'argent. L'azurite, quant à elle, était très recherchée pour ses propriétés mystiques d'abord dans un premier temps, et en plus elle était utilisée surtout par les Atlantes et en Égypte ancienne, parce que ses pouvoirs étaient gardés secrets par les grands prêtres, mais l'azurite renforce donc la concentration et les pouvoirs magiques, et il est conseillé d'ailleurs d'en placer une sur le bureau de l'étudiant ou même sur le bureau de l'intellectuel, ou d'en suspendre une aussi sur un disque de pie si on veut faciliter la réussite dans les études et aussi s'aider à mieux comprendre peut-être des études difficiles. Il y a également la citrine qui, par exemple, lors d'une entrevue ou un examen, ça peut être une entrevue, un entretien d'embauche ou un examen oral, eh bien, porter une citrine sur soi favorise la réussite. Et d'ailleurs, la citrine fait partie des pierres de marchand, car elle avait donc la réputation d'aider à accumuler des richesses et aussi de retenir donc ces richesses dans la caisse ou dans la bourse donc de son détenteur. Et donc, ayez donc toujours sur vous une citrine, en tout cas une citrine dans votre porte-monnaie si vous voulez, qui ne se vide pas trop vite. Alors il y a aussi la cornaline qui est la pierre donc idéale pour les femmes qui convoitent par exemple un homme. Et donc porter une cornaline en bague par exemple, et ensuite donc caresser ou frotter cette bague en pensant à l'élu de son cœur de préférence, et si possible un lundi de nouvelle lune, eh bien va l'attirer dans votre vie et va permettre justement entre vous deux de faire naître un puissant amour. Et on dit aussi que d'avoir sur soi une cornaline pour passer par exemple un examen est aussi un facteur donc de réussite, parce que c'est une pierre de Vénus, et donc toutes les pierres de Vénus sont bonnes et pour l'amour et pour l'intelligence. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans les émissions précédentes et même aujourd'hui. Et d'ailleurs la cornaline est aussi considérée donc comme un puissant talisman, et il passe donc pour permettre la réalisation donc de tous les désirs. Et la cornaline passe aussi pour réduire donc à néant toutes les entreprises magiques négatives. Et Alexandre le Grand avait réduit donc
empire perse, et son jade donc a fondé un État unique à cette époque-là. Et donc il se surnomma lui-même roi de la terre et fit graver donc son effigie sur un camé de coralline, un camé, pour expliquer ce que c'est. On fait des camés parfois en nacre. Eh bien, lui, il avait écrit donc un camé de coralline sur laquelle il avait fait graver son effigie, le représentant donc sous l'aspect de Zeus, le maître des dieux. Je crois qu'il avait un petit problème d'ego, notre ami Albert le Grand, mais pourtant il y a toujours le grand, le petit Albert, qui paraît-il aurait été écrit par lui, mais en faisant des recherches un peu plus sérieuses, on se rend compte que c'est pas certain que ce soit Albert le Grand qui l'a écrit, mais peut-être donc un autre sorcier ou une autre sorcière qui s'est caché ou couvert sous le pseudonyme donc d'Albert le Grand. Alors on poursuit nos pierres magiques, il y a le cristal de roche. Le cristal de roche, eh bien les Japonais considèrent le cristal comme étant un joyau parfait. D'ailleurs, il appelle ce cristal le tama. Tama qui est à la fois donc le symbole de la pureté, le symbole de l'infini, de l'espace, et aussi de la patience et de la persévérance. Et puis c'est un talisman de première force entre toutes les actions magiques et surtout donc de protection contre toute action de magie noire. Il y a aussi l'hématite. L'hématite qui est très utile donc dans les procès par exemple, parce que l'hématite favorise donc les requêtes, que ce soit donc auprès des rois et auprès des présidents. Et cette pierre, elle est très froide au toucher et même plutôt lente à se réchauffer, et elle est aussi assez lourde comparée donc à d'autres pierres de la même taille. L'hématite est extrêmement donc pratique en magie car elle stocke donc les énergies, donc on la charge. Donc quand je dis charger une pierre en énergie, c'est déjà à ça que sert le rituel d'activation. Et donc elle stocke les énergies, donc on la charge et les rend donc ensuite peu à peu. Donc ça veut dire qu'elle va les rediffuser et ceci en les distillant lentement, et donc placer par exemple une hématite au cœur d'une dragide, c'est-à-dire une petite poupée, vous connaissez les petites poupées figurines contenant donc des cheveux et aussi autres traces énergétiques d'une personne par exemple, comme des cheveux, des ongles, des rognures d'ongles ou même de vêtements. Eh bien la dragite va charger donc l'hématite, et l'hématite va en même temps magnétiser la dragite, et donc ils vont fusionner ensemble en énergie, et ça va la charger donc de la petite poupée de façon continue et lente, et donc rendre cette petite poupée, cette dragite donc de plus en plus puissant pour vos rituels. Et méfiez-vous quand même si vous en offre une, par exemple une hématite, parce que, et surtout quand vous en achetez une, même dans un commerce, eh bien commencez toujours par la scanner avec votre ressenti, et éventuellement bien sûr la vider de ses énergies, donc elle pourrait être remplie. Et pour la vider de ses énergies, l'astuce la plus simple, c'est de la laisser immerger par exemple pendant 24 heures dans du sel de mer. Donc quand on met une pierre pendant 24 heures dans du sel de mer, le sel de mer va absorber toutes les énergies négatives, et donc votre pierre sera purifiée. Et puis n'oubliez pas que par après, il y aura aussi le rituel de consécration qui va purifier et magnétiser votre pierre avec une énergie magique. Alors, une pierre importante encore aussi en magie, c'est le jade. Le jade, qui est une pierre porte-chance au jeu et même en affaires. D'ailleurs, le jade est reconnu même par les Chinois, parce que en Chine, il est de coutume d'avoir donc dans sa poche un morceau de jade que l'on touche donc avant, par exemple, de conclure une affaire importante. Et il porte aussi bonheur lorsqu'il faut donc convaincre un auditoire, car il rend donc la parole non seulement aisée et facile, mais en plus, elle va rajouter à la parole le processus de persuasion. Et donc, une fois que la parole devient persuasive, eh bien, ce sera sur la fête du jade. Donc, et donc, c'est important peut-être pour les conférenciers ou même pour les hommes politiques. Mais eux, ils n'ont pas besoin de jade pour persuader donc leur auditoire, parce que ils ont aussi ce qu'on appelle la manipulation. Vous connaissez, j'ai entendu parler. Puis on poursuit donc avec le jade, c'est un petit clin d'œil, parce qu'on approche donc des élections un petit peu partout. Et donc, il y a aussi les Chinois qui confectionnent donc des petites cigales de jade, qui les poseraient donc dans la bouche, par exemple, des défunts. Et donc, c'est une image qui symbolise le jade, la résurrection, hors du tombeau, par exemple, ou bien hors d'une momie, ou hors d'un embaumage, en tout cas. Et donc, le jade symbolise, on va le graver en petite cigale parce que ça fait penser au papillon, le papillon qui sort de sa chrysalide. Et donc, c'est un symbole de pureté, le jade, pour le Chinois, qui le nommait d'ailleurs pierre divine. Et le jade était vu en Inde aussi comme pierre protectrice des bêtes venimeuses et capable en plus donc d'écarter l'épilepsie. Et toutes sortes d'amulettes étaient confectionnées donc en jade, mais le principal était bien sûr le disque de Pi, une sorte de disque donc tourné en son centre et symbolisant le ciel, et support aussi donc de propriétés magiques très puissantes, ce fameux disque de Pi. Et les alchimistes chinois savaient même liquéfier le jade, et donc ce liquide par après avait la faculté de régénérer l'organisme et éloigner bien sûr
indéfiniment la vieillesse. Donc vous voyez que le jade a toujours été un élément d'immortalité très utilisé et très recherché dans le domaine de la magie, des sorciers et aussi donc de l'alchimie. Alors je vois que je vois qu'il y a des questions des auditeurs, je vais les aborder après. Je termine donc avec mes pierres semi-précieuses et puis donc je vais vous répondre un petit peu aux questions des auditeurs qui commencent à s'accumuler aussi dans ma boîte mail, et donc ça tombe bien parce que j'avais envie de voir s'il n'y a pas de questions, et je vois que vous êtes présents, et tant mieux d'ailleurs, et ça continue à arriver. Je vois qu'il y a encore d'autres questions qui viennent. Voilà, bon, donc ça, c'est des petits coucous aussi, il y a les deux, donc il y a des questions et des petits bonjours. Alors on va poursuivre d'abord, comme ça on avance un petit peu dans l'émission aussi, par le lapis lazuli. Alors le lapis lazuli constitue bien sûr une amulette très précieuse contre les ennuis de toute nature, et d'ailleurs en Égypte, les amulettes de lapis lazuli étaient investies donc d'un pouvoir protecteur très puissant. Elles protégeaient contre les esprits des ténèbres, puisque sa couleur symbolisait bien sûr la couleur des cieux. Il y a aussi la magnétite populaire qui attribue donc qui est attribuée à la pierre d'aimant et à des propriétés donc miraculeuses, comme celle de préserver des fantômes, donc ça vous protège des fantômes, et aussi celle d'intensifier l'amitié, d'intensifier l'amour, ou alors de faire parler une femme infidèle durant son sommeil. C'est pas moi qui le dis, c'est Albert le Grand, bien sûr, dans son grand et dans son petit Albert. Et aussi la magnétite est utilisée donc pour les rhumatismes, etc. Donc il est recommandé d'appliquer la magnétique sur les endroits donc douloureux du corps, dans ce cas-là, si on veut soigner les rhumatismes. Il y a aussi la malachite qui est un talisman fort précieux pour les enfants. Elle évitait donc les chutes et avertissait aussi parfois les parents d'un danger imminent, et surtout quand on veut protéger ses enfants, bien sûr, parce que surtout que quand la pierre se brise en plusieurs morceaux, ça devient un oracle, un présage pour dire attention, un danger est imminent, donc il faut redoubler de prudence. Et on dit aussi qu'associé au cuivre, métal, donc des prédilections de la déesse Vénus, eh bien la malachite, elle va attirer l'amour. Donc vous voyez que là, c'est le petit côté, il y a le côté protecteur, avertisseur, et aussi qui attire l'amour. C'est donc un talisman qui apporte donc la félicité dans le domaine amoureux. C'est aussi un talisman efficace, voire dans le secteur financier, donc pour améliorer ses finances. Et il est aussi utile donc d'avoir dans sa poche lors d'une transaction délicate donc de la malachite, parce que elle attire la clientèle nécessaire donc à la réussite de votre projet. Vous voyez qu'il y a des pierres assez fantastiques au niveau des talismans qui sont très puissantes, mais en plus puissante dans plusieurs domaines. Donc on peut pas dire que c'est une pierre qui est réservée pour un tel ou un tel domaine, parce que là on touche à plusieurs domaines. Alors une autre pierre, c'est la morganite qui est la pierre que tous les voyants en théorie doivent connaître, parce que on va utiliser cette pierre, la morganite, donc pour les tarots ou les oracles. C'est la pierre de clairvoyance par excellence. Donc tout voyant digne de ce nom doit avoir en théorie à son cou donc une morganite. Alors il y a aussi l'obsidienne qui est une pierre magique de la vigueur sexuelle. On raconte d'ailleurs que dans l'Antiquité, les prostituées en portaient une afin donc d'attirer à elles un grand nombre de clients. Et l'obsidienne est très brillante, donc il a souvent été utilisée comme miroir divinatoire. Elle est utilisée donc aussi dans un certain milieu où il semble donc se passer des choses étranges, pour révéler par exemple qui ou le nom de celui qui paraît suspect. Et puis c'est une pierre qui rend aussi l'obsidienne la justice. C'est une pierre très grande et surtout en puissance, une pierre donc de grande puissance, et ses qualités sont bien sûr incroyables parce que elles vont dans plusieurs domaines très différents. Et un des usages aussi les plus intéressants constitue donc à trouver le diagnostic par exemple adéquat dans les problèmes de santé incertains. Et là dans ce cas-là, on place donc l'obsidienne sur le nom donc de la personne, à côté d'un quartz vert ou alors d'une autre pierre verte. Et lorsque l'on désire donc une réponse concernant une question spécifique, on place donc l'obsidienne à côté d'une pierre du chakra, par exemple, correspondant, et s'il y a des personnes impliquées, eh bien, toujours sous le nom des mêmes personnes inscrites sur le papier, l'obsidienne, on le mettra juste à côté. Et là, les éclats d'obsidienne, en plus, ils sont très coupants et très tranchants, servent également, donc, dans les anciens temps, excusez-moi, je travaille à une extinction de voix. Donc ça servait également dans les anciens temps à fabriquer des armes ou alors des instruments sonores qui chassaient donc les démons lorsque les éclats donc brillants de l'obsidienne s'entrechoquaient donc sous l'effet du vent, et aussi sur des objets magiques puissants en puissant rayonnement comme des miroirs ou quoi que ce soit. Donc très efficace aussi l'obsidienne
pour chasser les démons. Alors il y a aussi l'opale noire. L'opale noire, chez certains voyants, donc tziganes, bien l'opale noire, elle est portée donc sur une bague d'argent et représente donc la déesse Lilith. Elle représente donc la vision des choses cachées. Il y a aussi l'œil de tigre qui évite le mauvais œil. Cette pierre peut, comme un boomerang par exemple, retourner les influences négatives à leur origine. Donc utilisée pour les désenvoûtements, eh bien l'obsidienne sera très puissante pour vous protéger non seulement des influences négatives, mais aussi donc de tout ce qui est magie d'envoûtement négatif en tout cas. Et aussi, on dit que si on met un œil de tigre devant soi pour les examens, eh bien l'œil de tigre va vous permettre de voir plus clair donc à travers vos examens et surtout de vous protéger donc pour que vous les réussissiez. Donc ça vous protégez donc de la non réussite, parce que le but c'est de vous faire réussir l'examen. Il y a aussi l'ovinine qui est montée en bijoux en or et le péridote constitue donc une puissante protection contre les forces du mal. Ça favorise aussi la chance et pour les femmes en plus cette pierre avait la vertu de provoquer des coups de foudre. Donc si vous voulez trouver un coup de foudre, et attention parce qu'un coup de foudre c'est aussi un feu de paille, c'est un amour qui peut parfois être puissant mais éphémère, eh bien il faut porter sur soi une olivine donc connue sur le terme aussi de péridote. Alors le quartz rose c'est toujours aussi la teinte qui détermine l'influence magique de la pierre. C'est une amulette donc très très efficace pour la protection des jeunes enfants et aussi pour la protection des personnes âgées. Et lors de problèmes de sommeil liés à un rayonnement tellurique par exemple, comme des vannes d'eau circulant sur la terre, ou alors aussi lors de problèmes d'ondes négatives par rapport aux des ondes de téléphone portable qui vous empêchent de dormir correctement, eh bien il suffit dans ce cas-là de placer un quartz rose brut de la taille d'environ d'un point, c'est-à-dire environ 70 cm, et vous le placez donc sous votre oreiller ou sous le lit, et donc ça vous donnera des nuits sereines, protégées donc de toute influence négative, que ce soit des ondes donc de téléphone portable, d'ordinateur, ou même des rayonnements telluriques comme des vannes d'eau dans le sol par exemple. Vous pouvez aussi accroître son bénéfice du quartz en y associant donc une tourmaline noire par exemple aussi, et elle est également donc extrêmement efficace pour se protéger des radiations dues à la télévision ou à l'ordinateur, etc. Et donc la décharger aussi toutes les semaines à l'eau courante ou la recharger au soleil, c'est important également. Donc pour la décharger, c'est-à-dire la purifier, on peut la passer une fois par semaine sur l'eau courante, ou bien, comme j'ai expliqué en début d'émission, la laisser immerger pendant 24 heures dans du sel de mer, et aussi on peut la recharger par exemple en énergie positive en l'exposant donc aux rayons du soleil. C'est donc une sphère de quartz rose qui rayonne donc de douceur et d'amour dans son environnement, et donc très positif. On poursuit, j'ai encore quelques pierres à partager avec vous, comme la tourmaline noire. Alors, la tourmaline noire, elle va être utilisée donc pour éloigner les personnes indésirables, et on place donc sous le nom de la personne écrit une feuille donc de papier, et puis à côté de cette feuille de papier, on va mettre la tourmaline et un quartz rose, ce qui signifie donc sois heureux et oublie-moi. Et donc cette personne va faire passer son chemin, va suivre sa route et vous oublier. Et dans ce cas où la personne est trop pesante, par exemple, ou influence votre vie d'une manière trop négative, eh bien placez le papier donc avec son nom et 2 pierres à l'intérieur donc d'un verre d'eau avec du gros sel bien sûr, et le sel va neutraliser l'action donc de cette personne malfaisante ou trop lourde. Voilà, malfaisante, ça peut être quelqu'un de lourd aussi, ça existe. Ça, voilà. Et puis depuis donc environ le 18e siècle, je crois 19e siècle, eh bien la tourmaline est la pierre porte-bonheur des artistes. Les chamans même et les sorciers utilisent donc la tourmaline pour effectuer donc des rituels bien spécifiques, et en plus pour enfermer par exemple, ça c'est déjà peut-être plus maléfique, pour enfermer dans des cristaux donc l'âme de leur ennemi. Ça fait penser d'ailleurs à Merlin l'Enchanteur qui a été prisonnier donc dans un palais de verre, ou certains diront dans un lac. Et bien là la tourmaline noire permet aussi donc d'enfermer dans des cristaux l'âme de vos ennemis. Alors la particularité de la tourmaline, c'est qu'elle attire donc les corps légers après avoir été frottée, donc elle a un petit côté d'aimantation aussi. Il y a également le soufre qui est une pierre également. On peut le trouver, le soufre à l'état de pierre, qui va être utilisé donc pour assurer la protection d'une demeure et contre les influences négatives. Et puis on place le soufre natif ou même cristallisé sous le bras, donc le bas de la maison, pour attirer donc les bonnes effluves, et surtout pour la protéger donc des effluves négatifs. Alors une autre pierre que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est la turquoise. La turquoise qui porte bien son nom parce qu'elle est de couleur turquoise. Elle change donc de couleur même parfois, ou alors se fend
lorsque le propriétaire tombe malade. Et quand il meurt, eh bien, la turquoise, elle se brise. Et on placera donc chaque jour une turquoise pendant 10 minutes sur le cou, par exemple, d'un enfant qui bégaye, pour l'aider à ne plus bégayer. Et les automobilistes aussi devaient donc avoir une turquoise dans leur véhicule afin donc de les protéger des accidents. Et il est donc de bonne augure d'en offrir une à celui qui vient donc d'obtenir son permis de conduire, pour qu'il puisse rouler sans aucun souci et peut-être aussi être protégé donc des accidents. Alors j'avais dit que j'allais jeter un petit coup d'œil donc sur les messages que j'ai reçus. Alors j'ai beaucoup de petits coucous. Là je salue tout le monde qui m'a fait des petits coucous, des petits bonjours. Ça fait vraiment plaisir. Et donc j'aurai chacun une petite réponse en particulier. Mais il y a Mireille également donc qui m'envoie un mail et qui me dit bonjour Mandala. Voilà, j'ai une question à te poser. Et donc la question est la suivante. Une fois qu'on a purifié donc et rechargé une pierre, donc purifier et recharger, je sais faire et je le fais donc de manière régulière avec mes mains, avec mes pierres plutôt, excuse-moi. Et donc, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est comment est-ce qu'on fait donc pour l'activer, donc et créer son égrégore. À chaque fois qu'on la purifie, qu'on la recharge, donc faut-il l'activer et recréer donc son égrégore. Alors non, pas du tout. Ça veut dire que pour répondre à ta question, Mireille, la pierre une fois qu'elle est activée, est activée pour toujours. Donc c'est pas les pierres qu'il faut activer pour créer un égrégore. Il faut pas confondre non plus. On avait vu ça en début d'émission que l'égrégore c'est plutôt pour les amulettes, pas pour les pierres. Donc on va créer un égrégore pour une amulette. Et donc quand un égrégore a été créé pour une amulette, il est créé pour toujours. Par contre, pour un talisman ou pour une pierre, si la pierre rentre dans la concession d'une amulette, là bien sûr, là on va introduire un égrégore. Mais c'est pas rien que la pierre. Donc il faut que la pierre fasse partie donc de ce qu'on considère donc une amulette. Alors dans ce cas-là, bien sûr, là on va lui invoquer un égrégore. Et donc l'égrégore, on va le faire au début. Et puis par après, c'est fini. Donc après, on peut purifier sa pierre autant qu'on le veut, donc sous le courant d'un robinet ou dans l'eau de source, ou bien en l'exposant donc dans du sel pendant 24 heures, ou même en l'exposant aussi au rayon de la pleine lune. Il y a plein de manières donc de purifier les pierres et pour qu'elles puissent se recharger par après. Mais l'égrégore, il faut plus le faire une fois que ça a été fait. Donc il faut plus le faire une seconde fois. C'est un rituel qui se fait donc au début de la conception donc de l'amulette ou du talisman. Mais le talisman là, c'est pas un égrégore, c'est plutôt une activation tout court. Donc l'égrégore, on va l'invoquer pour l'amulette. Et si on emploie une pierre semi-précieuse pour la conception d'un talisman, parce que j'ai déjà vu des médailles aussi, des médailles qui sont gravées dans du métal et dans lesquelles en plus donc des gravures, on a mis un chaton et on a enchâssé une pierre. Et donc là, ça serait plus un égrégore, mais on va l'activer par un rituel d'activation. Alors évidemment, des rituels d'activation ou des rituels d'égrégore, je sais pas les décrire sous l'antenne parce qu'il y en a des milliers. Tout dépend du type d'amulette qu'on fait. On va faire un tel type de rituel pour un égrégore, pour un rituel d'amour, un rituel de guérison, quoi que ce soit. Donc ça dépend au fait l'égrégore qu'on va invoquer pour l'amulette, créer et invoquer, mais on va le fabriquer et l'invoquer dans l'amulette ou l'activation du talisman dépendra donc de la fonction du talisman. C'est un petit peu comme si on me demande, tiens, qu'est-ce que je dois mettre dans le moteur de ma voiture pour rouler? Alors là, je dirais, ça dépend de quel type de voiture vous avez. Il y a des voitures où on met de l'essence dans le réservoir. Il y a des voitures où on met du diesel, mais maintenant aussi, il y a des voitures qui roulent au gaz. Il y a des voitures électriques. Et donc, vous voyez, ça dépend un petit peu du type de voiture. Et bien, le talisman et l'amulette, c'est la même chose. Donc, l'égrégore qu'on va créer sera un égrégore qu'on va façonner, comme la plasticine. On va créer cette entité, mais ça dépendra donc de la fonction qu'on veut donner à l'amulette. Idem, quand on va activer un talisman, eh bien, on fera un rituel en relation, bien sûr, avec la fonction pour laquelle on a fabriqué le talisman. Si c'est l'amour, la santé, l'argent, le bonheur, la spiritualité. Et donc, voilà, c'est le même principe donc que la voiture. On se demande quelle énergie on va mettre dans la voiture, comment est-ce que la voiture va fonctionner. Ben, ça dépend aussi. Donc, je répondrai du type de véhicule que vous avez, que ce soit un camion, une voiture, même un vélo, par exemple, ou quoi que ce soit. Sans oublier, donc, il y a des voitures diesel, électriques, et puis, il y a essence, il y a des voitures au gaz, il y a des hybrides, et ouais, il y a plein de domaines, et vous allez voir que, et je prends ça que comme exemple, parce que en talisman, c'est plus compliqué encore, parce que il y a autant de domaines qu'on peut imaginer, donc, de talisman. Donc voilà, Mireille, j'espère que ça répond à ta question. Et donc, quant à moi, je vais poursuivre par après. Je vois qu'on va peut-être voir comment est-ce qu'on fabrique cet talisman. On va peut-être approcher un petit peu davantage de cela. Alors, on reçoit encore parmi vos petits coucous et vos messages gentils, j'ai encore une question qui nous vient d'une auditrice. C'est Florence qui demande donc, bonjour Mandala, selon toi, que signifie donc le diamant en magie? Alors, le diamant en magie, il faut d'abord imaginer le diamant. On parle bien du diamant blanc qui est translucide et qui
c'est une pierre excellente en soi parce que c'est d'abord un symbole donc d'éternité, mais aussi donc le diamant, il a cette faculté donc d'accroître la confiance en soi et en plus il va éloigner donc les sentiments négatifs, un petit comme beaucoup de pierres d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de toutes les pierres positives vont éloigner les sentiments négatifs, mais le diamant le fera encore mieux. Donc il va accroître la confiance en soi, éloigne les sentiments négatifs et donc si s'il est porté en banque ou en bague par exemple ou même sous forme de talisman, eh bien il protège aussi contre la magie noire, le mauvais œil, les mauvais sorts, les envoûtements. Et en plus le diamant, il a cette faculté aussi donc d'être une puissante médecine parce que il guérit, il purifie et revitalise en énergie. Mais il faut faire attention aussi parce que là je parle bien sûr du diamant blanc. Est-ce qu'il existe également des diamants noirs qui, eux, font l'effet tout à fait contraire? Les diamants sombres, donc, sont des diamants négatifs, fastes, qui vont attirer donc des énergies négatives. Donc voilà, mais le diamant, c'est quelque chose de très spécifique parce que le diamant n'est pas du tout solaire. Parce que beaucoup de gens ont tendance à le mettre donc dans la catégorie donc des pierres solaires. C'est une pierre lunaire, le diamant, qui brille même la nuit, mais qui est en plus donc une pierre protectrice qui va éloigner tout ce qui est négatif. Je dirais peut-être que le diamant est très très fort pour tout ce qui est puissance de protection, tout ça aussi. Le diamant également peut attirer des effluves lunaires. Alors c'est important puisque tu me poses la question pour le diamant aussi. Si tu fais un talisman ou si tu portes une bague avec un diamant, eh bien là pour l'activer, ce sera bien sûr un esba. Donc il faudra le faire le jour d'un rituel de pleine lune. Donc au niveau de l'esba, faire un rituel d'activation du diamant et les meilleurs rituels d'activation du diamant et de choisir justement de suivre le chemin de la charge de la déesse qui explique un petit peu de quelle manière célébrer un esba. Et je pense que même pour aller plus loin, que si pendant toute la journée et la nuit surtout, de la journée on prépare l'esba, la nuit on le célèbre, mais pendant toute la célébration de l'esba, rien que le fait d'avoir le diamant avec soi, de l'exposer à la lune, de faire toute une série de rituels lunaires, mais en concordance bien sûr avec la charte de la déesse, eh bien ça va amplifier et activer le diamant. Alors je dirais aussi que le diamant est féminin. Les pouvoirs du diamant sont beaucoup plus puissants chez la femme que chez l'homme. Chacun a des pierres aussi plus puissantes. Je dis pas que chez l'homme il n'y aura aucun effet, bien pas loin de là, mais c'est vraiment une pierre lunaire, alors que l'ambre est plutôt une pierre masculine qui aura plus de puissance donc chez l'homme. Mais sinon on retiendra que le diamant, et donc il va accroître la confiance en soi, il va aussi éloigner tout ce qui est côté sentiment négatif. Donc quelqu'un qui est toujours en dépression, quelqu'un qui est en dépression, qui boit du négatif, eh bien, si on lui fait un talisman en diamant, il va déjà aller vivre et voir la chose de manière plus positive. Alors, j'entends, les ricanements là, des hommes machos qui vont me dire, ouais, mais Mandala, ça je comprends, hein, si tu offres une bague avec un diamant à une femme, elle aura toujours le négatif va devenir positif, elle sera contente. Ouais, mais non, moi je vois pas ce côté-là, moi je vois vraiment le côté effet donc de la pierre. Et donc, le diamant a vraiment cette faculté donc de chasser le négatif, de donner la lumière, de donner aussi la connaissance qui brille dans la nuit, et donc de donner une lumière dans les ténèbres. C'est la meilleure définition du diamant, la lumière dans les ténèbres. Et donc il va vous redonner confiance en soi et éloigner le négatif, les sentiments négatifs, la dépression. Quand on voit la vie en noir, eh bien vous allez la voir en blanc. Et donc si on la porte en bague ou en talisman, c'est important parce qu'il va vous protéger donc non seulement de la magie noire, même si à notre époque ça se pratique moins couramment qu'avant, mais il va vous protéger aussi du mauvais œil, du mauvais sort, de tous les orages de la vie. Et donc il va en plus donc seulement vous donner une bonne santé parce qu'il a cette faculté de guérir, de purifier le corps en énergie. Mais n'oubliez pas que le diamant, tout ce que je viens de vous dire là, enfin tout ce que je viens de dire à toi, Florence, pour répondre à ta question, n'est effectif que si on l'active, bien sûr. Donc si on le met sous forme de talisman ou de bague magique et que le talisman soit d'abord consacré et puis activé. Et donc pour activer n'importe quel rituel d'esba fera l'affaire, bien sûr, parce que là on parle bien sûr d'une pierre qui est surtout puissante au niveau de la lune. Alors justement, on me pose souvent la question, tiens, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un talisman, un pentacle, et comment on fait pour l'activer? Eh bien, je vais vous aider, donc j'ai pensé à vous quand même, parce que je lis vos questions, même si je réponds pas toujours, parce que c'est vrai que je vous le dis là, honnêtement, par mail, je n'ai pas tout le temps de répondre à toutes vos questions, parce que on reçoit, nos deux radios ensemble, des centaines de mails par jour, et ça fait beaucoup, et moi je suis pas coaché sur mon ordinateur toute la journée, quand je réponds, c'est de temps en temps avec mon téléphone portable, entre deux gares, quand je voyage en train, mais j'ai un boulot qui me prend énormément
particulièrement de temps, et donc des questions, je peux y répondre que dans les émissions Godmantica. Et d'un côté, tant mieux. Ça vous obligera à être fidèle à mon émission, ça obligera à me suivre dans l'émission. Et donc, quand vous avez des questions à me poser, mes boîtes mail sont bien sûr ouvertes, parce que l'émission Godmantica, je vous consacre qu'à vous et je me donne qu'à vous. Et donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Mais c'est vrai que je reçois souvent des messages privés. J'ai pas tout le temps l'occasion, parce que de répondre, je le fais pratiquement jamais, parce que je n'ai pas cette possibilité-là, parce que sinon, j'aurais passé mes journées devant un ordinateur. Parce que quand j'ai des centaines de mails par jour dans ce sens-là, et surtout que moi, quand j'y réponds, c'est la même manière que je vous parle ici en radio. Je peux parfois passer 1 heure rien que sur une question. Donc, vous imaginez que je pourrais écrire un bouquin sur chacune de vos questions. Alors, justement, voici les étapes à suivre donc pour la fabrication d'un talisman ou d'un pentacle. Alors, le pentacle est d'ailleurs souvent difficile à comprendre pour une personne qui n'est pas initiée, parce que le pentacle est quelque chose qui fait vraiment partie de l'initiation. Et on comprend d'ailleurs son utilité en sachant que ce qui est écrit, donc, ou à dessiner à l'intérieur du pentacle, parce qu'on va y dessiner des gravures, des signes magiques, et donc c'est en gravant et en sachant ce qu'on va y graver qu'on va aussi comprendre donc l'utilité du pentacle qu'on va faire. Et donc lui donnant ainsi donc son potentiel énergétique, et celle ou celui qui entrera donc en possession, par exemple, d'un pentacle, parce qu'un pentacle, quelqu'un peut bien sûr le faire pour vous. Or, si quelqu'un entre en possession d'un pentacle ou d'un talisman, parce que la fabrication du talisman et du pentacle est presque la même, sauf que le pentacle ne se porte pas sur soi, mais ça, on avait vu en début d'émission, se met dans un coin d'une pièce, dans un cercle ou sur l'autel, alors que le talisman se met à son cou. Mais j'ai mis les deux ensemble parce que le processus de fabrication est pratiquement identique. Et donc, celui qui va entrer en possession d'un pentacle ou d'un talisman devra bien sûr l'accepter spontanément si c'est quelqu'un qui l'a fait pour vous. Donc, toujours important de l'accepter spontanément. Parce que si un pentacle ou un talisman vous est imposé, eh bien, il perd d'office sa fonctionnalité. Là, il est désenchanté, comme on va employer un terme très connu dans le jargon, parce que vous l'avez pas accepté spontanément. Donc, ne jamais refuser un talisman, sauf si vous voulez bien sûr qu'il se désactive. Mais sinon, un talisman ou un pentacle, si c'est un ami ou un sorcier ou un mage qui l'a fait pour vous, eh bien, il faut l'accepter spontanément et même pas en hésitant une seconde. Et par contre, si quelqu'un vous impose en disant, écoute, il faut absolument que tu emploies ça dans ton rituel ou ça, ou je veux que tu portes ce talisman sur toi et que vous le trouvez pas très joli, que vous avez rien demandé, ben là, comme il vous a été imposé, eh bien sûr, il va perdre sa fonctionnalité. Donc, il ne faut pas le céder non plus à quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez un talisman que vous avez fabriqué pour vous, par exemple, eh bien, ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, parce que c'est quelque chose de personnel, parce que le talisman, quand vous allez le porter sur vous à longueur de journée, il va se charger aussi de votre énergie vitale, de votre corps, de votre personnalité, donc il va fusionner avec vous en énergie. Et donc, il faut pas le céder à quelqu'un d'autre une fois qu'il vous appartient, parce que, et qu'une fois que vous l'avez activé vous-même par un rituel personnel, et donc, parce qu'il est à vous, et donc ne jamais laisser quelqu'un d'autre toucher votre talisman. Donc, je vais reprendre un truc plus clair, ne jamais laisser votre talisman se faire toucher par des mains étrangères. C'est encore un peu plus global comme ça, et donc ne jamais le laisser non plus tomber sur le sol, ni le laisser tomber dans l'eau, parce que le talisman, on n'a pas le purifier sur l'eau. Un talisman, quand il est fait, il faut on purifie les objets avant de le fabriquer, le talisman. Là, on est bien d'accord. Mais un talisman, quand il est fait, on n'a plus jamais le mettre sur l'eau ni dans du sel, sinon vous allez le dévitaliser. Donc, un talisman ou une amulette qui est fabriquée, qui est fonctionnelle, il faut plus du tout la purifier. Il y a que les pierres ou les objets qu'on va mettre dedans, donc pierres précieuses, semi-précieuses, les plantes, et là on purifie ça, parce que c'est vrai, pourquoi faire un talisman avec des choses, des objets chargés en énergie contraire ou parasite, parce que le but c'est d'en faire quelque chose de pur. Mais après, une fois qu'il est fait, on n'y touche plus, on le porte sur soi et on le laisse fonctionner tout simplement. Donc voilà. Et en règle générale, je vous rappelle aussi que le talisman se porte toujours sur soi, en contact si possible avec la peau, mais il est possible aussi donc de le laisser dans un tiroir à côté de ses sous-vêtements la nuit, ou en dessous de son oreiller, quand on dort la nuit et qu'on n'a pas envie de le garder à son cou. Alors, quelques règles fondamentales donc pour la fabrication d'un talisman. Tout d'abord, il faut bien sûr évaluer votre besoin en toute objectivité, parce que il faudra choisir donc pour faire d'abord le besoin du talisman. On est bien d'accord. Puis, il faudra choisir un endroit pour le fabriquer, un endroit calme où vous ne serez donc pas dérangé. Et avant de commencer donc la fabrication de votre talisman, n'oubliez pas non plus donc de purifier votre corps
et votre âme et votre esprit, parce que l'opérateur de la fabrication du talisman d'être aussi pur lui-même que les objets qu'il va utiliser. Si vous allez fabriquer un talisman qui s'agit d'être un objet pur qui doit attirer les baumes effluves planétaires, c'est pas en étant barbouillé de sueur, de cambouis. Je fais une caricature, j'exagère bien sûr, mais voilà, il faut vraiment se purifier aussi comme n'importe quel rituel. Donc vous allez prendre un bain de purification et puis vous allez mettre votre tenue de rituel, ou en tout cas revêtir les vêtements adéquats, et ensuite donc concentrez-vous en faisant donc le vide dans votre esprit, respirez profondément quand vous êtes dans votre bain et pensez à ce que vous allez accomplir donc au niveau de la fabrication du talisman. Et c'est seulement que quand vous êtes purifié donc au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit, que vous rentrez en rituel, qui est là dans ce cas-ci un rituel de fabrication d'un talisman sur votre autel. Et donc vous allez visualiser, bien sûr, comme on avait déjà vu dans les émissions précédentes, toutes les étapes que vous allez accomplir. Alors pour ceux qui viennent d'arriver dans nos émissions et qui ne voient pas trop de quoi je parle, allez voir sur donc Arcadie TV, il y a des anciens podcasts, des émissions Godmantica, enfin de quelques-unes. C'est 1/100 de tout ce que j'ai déjà produit en émission Godmantica qu'on trouve donc en podcast. Oui, 1/100 et encore, peut-être même moins encore. Et donc il y a par contre une vidéo podcast qui s'appelle donc sur Arcadie TV les différentes étapes de préparation d'un rituel. Et là on voit justement comment se préparer avant de commencer la fabrication d'un talisman, parce que la préparation de la fabrication d'un talisman, ce sont les mêmes étapes qu'on va employer pour la préparation et d'un rituel traditionnel, on est bien d'accord. Et ensuite, donc, vous êtes purifié, vous allez devant votre autel, parce que l'autel, c'est votre atelier, votre établi de travail qui va servir d'endroit de confection du talisman. Préparez votre autel, déposez-y donc 2 bougies. Alors, je vous donne ça à titre d'exemple, parce qu'il y a plein de rituels, bien sûr, pour fabriquer un talisman. Moi, j'en ai pris un dans le lot, donc on prépare son autel, on y dépose 2 bougies. C'est-à-dire une bougie teintée de la couleur de votre signe zodiacal, et l'autre bougie qui va être teintée donc de la couleur de la planète gouvernant le jour où vous opérez. Alors, pour vous expliquer de manière plus claire, si vous opérez, par exemple, le dimanche, le jour du soleil, eh bien, l'autre bougie sera, bien sûr, de couleur jaune, la couleur, donc, du soleil. Et par contre, votre signe zodiacal, ça dépend de quel signe vous êtes, Sagittaire, Verseau, Scorpion, Balance, Vierge, voilà, il y a le choix, Donc, chacun connaît son signe. Alors, vous allez, bien sûr, brûler de l'encens à votre convenance, donc de l'encens pour le talisman. Ça peut être de l'encens de purification comme de l'oliban, ou alors un encens composé pour, justement, activer le talisman. Alors vous allez commencer bien sûr par graver les signes magiques dans votre talisman. Vous allez les graver et les dessiner sur votre talisman. Et d'ailleurs, pour pas rater sa gravure, je vous donne une petite astuce. Ça, c'est pas repris dans les grimoires. Ça, c'est l'astuce du mandala. C'est-à-dire que vous allez d'abord prendre un tout fin marqueur d'encre à l'encre indélébile. Vous allez graver donc votre métail, dessiner plutôt votre métail avec le marqueur. Et puis avec votre graveur, moi j'ai un très bon graveur. C'est une sorte de tête de diamant qui tourne très vite. C'est une sorte de foreuse, mais ça ne fore pas. C'est une tête de diamant qui tourne très vite. Eh bien, vous repassez sur le marqueur que vous avez fait et vous gravez automatiquement donc votre métal. Et non seulement c'est beau, c'est artistique et c'est bien fait. On peut graver aussi à la main avec des crochets, mais c'est déjà plus dur. Il faut déjà avoir le tour de main. Ou alors, vous pouvez demander à un bijoutier de vous le graver pour vous. Et vous faites le rituel de consécration par après et d'activation. Tout ça, c'est possible également. Donc, vous êtes devant votre autel. Vous allez graver ou dessiner les symboles magiques et de puissance sous votre talisman, comme les carriers magiques d'un côté, les symboles de l'autre. Là, je vous renvoie bien sûr au livre de Paracel sous les archidoxes magiques qui vous expliquera en quelques mots comment ça se passe. Et puis pour finir, donc, vous allez procéder au chargement de ce dernier. Donc vous allez charger votre talisman, c'est là que vous allez l'activer. Alors activer un talisman, il y a des rituels, mais il existe des façons peut-être plus simples de l'activer que vous le pensez. Pour ce faire, donc il existe plusieurs façons, parfois très simples, comme par exemple exposer votre talisman au rayonnement lunaire. C'est un talisman lunaire. Si c'est un talisman solaire, eh bien vous pouvez l'activer en exposant votre talisman au rayon du soleil. Et si c'est un talisman lunaire, eh bien, vous pouvez l'activer en l'exposant au rayon de la pleine lune. Évidemment, si c'est un talisman de Vénus, là, c'est plus compliqué. Quoique non, Vénus, vous allez faire un rituel d'amour dans lequel vous serez impliqué. Et donc, voilà, ça va activer votre talisman de Vénus. Si maintenant vous voulez faire un talisman de Jupiter, vous allez faire un rituel de Jupiter. Mais par contre, pour la lune et pour le soleil, c'est peut-être plus simple. Pour la lune, il y a l'esba, tout ça, on est bien d'accord, ce sont des rituels. Mais le plus simple encore, quand c'est des petits talismans ou des petites amulettes, c'est d'exposer tout simplement au rayon de la pleine lune pour une amulette ou un talisman lunaire, et idem pour le soleil. Donc si je vois un talisman solaire, ça serait de l'or ou de l'ambre ou tout ce qu'on veut, on l'expose donc au rayon du soleil. Et alors la seconde manière,
de le charger. Là, on rentre déjà plus dans le domaine de la magie. C'est de le charger sous forme d'incantation. Donc, c'est de faire un rituel avec des incantations. Et là, je pense surtout, donc, quand on va charger une amulette, on va faire donc une incantation pour créer un égrégore et l'envoyer dans l'amulette. Donc, on n'invoque pas un égrégore qui existe déjà, parce que l'égrégore n'est pas là tant que vous ne l'avez pas créé, mais en faisant les incantations et de la magie cérémonielle, vous allez donc créer tous ensemble vos énergies, avec vos énergies, un égrégore, et l'égrégore va aller, il va chercher un habitat, ou il va chercher quelque chose pour l'accueillir, un réceptacle. Voilà, c'est le terme que je cherchais. L'égrégore va chercher un réceptacle, et le réceptacle de votre égrégore sera bien sûr votre talisman. Or, les matériaux pour faire votre talisman, enfin, là, le réceptacle de votre égrégore sera plutôt l'amulette. Le talisman, ça sera plutôt le réceptacle de l'influence planétaire. Et donc, les matériaux utilisés sont importants aussi, parce qu'on peut fabriquer un talisman avec divers types de matériaux, comme on avait vu, ça peut être parfois du bois, des pierres, des métaux, ou même du parchemin. On peut même faire des talismans sur du papier parchemin aussi. Il faut pas forcément un métal. D'ailleurs, dans le Grand Hôpital Albert et même dans la clavicule de Salomon, on voit des talismans faits sur papier parchemin. Là, on va utiliser des couleurs pour renforcer donc les influences planétaires. Et on peut également donc accentuer ces pouvoirs de votre talisman, de votre pentacle, en y associant donc des propriétés magiques comme une couleur ou un parfum ou une plante. Et donc ça se fait pendant le rituel d'activation. Les couleurs, je pense à des talismans faits sur papier, ou alors à des amulettes faites dans des petits sachets de couleurs, jaune, vert, bleu, tout dépend de la fonction de nouveau. Et alors on peut y rajouter aussi un parfum en spray ou en goutte d'huile essentielle ou une plante séchée dedans, un alphabet en particulier. Et donc voilà, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses. Or, et par contre, si c'est un talisman, bien là, la plante, on va l'utiliser sous forme d'encens. Ça veut dire qu'on va baigner le talisman dans les effluves de votre encens pour justement le magnétiser. J'entends des drôles de bruit. Il y a des oiseaux qui viennent siffler ici tout près de chez moi. La fenêtre est ouverte, donc c'est ça. Et donc voilà, on peut également donc magnétiser le talisman dans la fumée de l'encens. Et donc ce qui est important en tout cas pour le talisman et pour le pentacle, c'est le bon moment. Le bon moment parce qu'il est très important donc de décider à quelle phase de la lune, par exemple, vous allez faire votre talisman, sur quelle influence planétaire vous souhaitez également le concevoir. Si vous souhaitez bien sûr travailler vous-même à la préparation donc, du talisman. C'est vrai que pour certains ça peut paraître compliqué parce que ce sont des rituels de magie, il faut tenir compte de beaucoup de choses, tout ça. Alors au début c'est compliqué. Et là, après, on s'y habitue. Je reprends l'exemple de la voiture. Quand vous allez passer votre permis de conduire, les premières fois que vous roulez en voiture, ça paraît compliqué. Il y a les vitesses à changer, il faut employer l'embrayage, les pédales, faire attention à la route, faire plein de trucs. Ça paraît compliqué comme tout. Et puis, quand vous avez, à force de le faire, ça devient de la routine. Et après, vous conduisez en voiture en pensant aux courses que vous allez faire le lendemain, ou à la vaisselle du jour qui traîne encore. Donc, vous avez plus toute cette mécanique cérébrale parce que ça devient des automatismes. Eh bien, c'est la même chose. La magie, ça paraît parfois compliqué parce qu'il faut tenir compte de ci, de ça, de ça. Mais quand vous pratiquez de manière régulière, ça devient des automatismes. Et donc, par après, il faut plus trop vous soucier de tout cela parce que ça va se faire automatiquement et ça devient de la routine et même une certaine logique pour vous. Every Wednesday, between 2 and 4 p.m., it's Mandala Chakra on Wicca Radio. Wicca Radio. Alors j'avais encore l'occasion, peut-être une prochaine fois, de vous parler de la fabrication du pentacle, quoique le procédé que je vous ai donné pour le talisman est valable aussi plus ou moins pour le pentacle, mais j'ai également d'autres rituels plus sophistiqués pour les pentacles et tout ça, mais ce sera une prochaine fois, sinon on n'aura plus de grand chose à se dire, donc je regarde un petit peu pour la prochaine fois. En tout cas, l'émission est de nouveau très vite passée, j'ai pas eu le temps de partager tout ce que j'avais envie de partager avec vous, mais on aura l'occasion encore de se retrouver bien sûr sur la radio, et je vous donne surtout rendez-vous donc ce vendredi soir de 21h à 23h, non pas pour une émission Godmantica, mais pour un spécial justement aux portes du mystère avec un invité donc de marque dans le milieu de l'ésotérisme, parce que il est très connu donc avec sa chaîne YouTube, mais aussi très connu avec tout ce qu'il écrit, ses activités en tant que magicien, sorcier, spécialisé aussi dans le domaine du voodoo. Enfin voilà, que des bonnes choses. Donc ça sera vendredi soir donc dans les portes du mystère de 21h à 23h sur Radio Arcadie, et donc notre invité c'est Marc Neu bien sûr, et nous on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau volet de Godmantica. Là ça sera sur Wicca Radio. En attendant, passez une belle après-midi, restez branchés parce que la musique continue sur Wicca Radio, de la musique non-stop pour vos rituels, de la musique pour vous envoûter également, de la musique pour vous faire rêver, de la musique pour vous détendre, de la musique qu'on n'entend nulle part ailleurs que sur Wicca Radio. À très bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica.